Pourquoi êtes-vous venu pour la 2e fois à la Falaise où le reste des employés du ministère, sans parler des spécialistes indépendants, ne vont que pour faire leurs besoins? Demanda Claudius Octavian d'Obrochener. Peretsk se recroquevillait. C'est juste de l'ignorance, pensa-t-il. Non, non, ce n'est pas un défi ou une colère. Il n'y a pas lieu d'y attacher de l'importance. C'est juste de l'ignorance. Il n'est pas nécessaire d'attacher de l'importance à l'ignorance. Personne n'attache d'importance à l'ignorance. L'ignorance défèque dans la forêt. L'ignorance défèque toujours sur quelque chose et, en règle générale, on n'y accorde aucune importance. L'ignorance n'a jamais attaché d'importance à l'ignorance. Arkady et Boris Strugatsky. Nouvelle, l'escargot sur la pente. Bonjour mes chers amis, camarades, spectateurs occasionnels et réguliers. Dans ce numéro, nous allons poursuivre notre investigation sur la fascinante biographie d'Alexandre Barchenko. Konstantin Tsiolkovsky est considéré comme le père fondateur de l'astronautique soviétique. Personnellement, j'ai été très étonné d'apprendre qu'il est possible de le désigner comme le Saint-Esprit, dans la trinité Tsiolkovsky, Korolev, Gagarine. Pardonnez-moi, messieurs, mais comment se fait-il que le principal instaurateur n'ait pas eu de travaux scientifiques révolutionnaires? Il n'a pas inventé la célèbre formule de la propulsion à réaction, mais elle a été nommée en son honneur. La formule a été créée par William Moore, Peter Tett et Ivan Meshchersky, mais ils sont restés peu connus du grand public. Dans le monde scientifique, la plupart du temps, le co-auteur et la paternité sont des choses complètement distinctes. En fait, vous pouvez prendre comme co-auteur n'importe quel vieux imbécile. L'essentiel est qu'il ait un statut dans le monde scientifique. Et puis, au minimum, un conseil se réunira et votre travail ou découverte scientifique commencera à être discuté et sérieusement considéré. Par contre, Konstantin Tsiolkovsky écrivait énormément d'histoires fantastiques. Et bien sûr, il y avait aussi beaucoup de réflexions philosophiques et utopiques. La biographie de Tsiolkovsky est assez détaillée et est dans le domaine public. Vous pouvez donc l'examiner vous-même et en tirer certaines conclusions. À la même époque, les œuvres de science-fiction et leurs auteurs connaissent un essor remarquable. Jules Verne, Alexandre Beliaev, Vladimir Obrouchev. On peut aussi mentionner Alexander Green, Herbert Wells, etc. En 1914, dans la revue La Nature et les gens, dirigée par Yakov Perelman, l'éminent professeur de mathématiques et de physique russe et soviétique, était introduit le terme de science-fiction. C'est une fantaisie qui n'a pas de côté fabuleux et mystique, avec des événements et des phénomènes fantastiques qui ne reposent pas sur des explications surnaturelles, mais sur des théories scientifiques. Et bien sûr, notre sujet d'enquête, Alexander Barchenko, a également travaillé dans ce domaine. Il a rédigé des articles et des nouvelles qui ont été publiés dans des revues comme Isis, Le Monde des Aventures, La Vie pour tous, Pèlerin russe. En 1911, le magazine La Nature et les gens a fait paraître son essai « Expérience avec les rayons cérébraux ». Il publie également des romans tels que « Dr. Black » en 1913 et « Hors de l'obscurité » en 1914. Mais surtout, il a fait preuve d'une grande habileté dans un genre littéraire particulier. Alexandre écrivait avec talent les dénonciations. Nous aborderons ce sujet plus tard et en détaillant davantage. À présent, j'aimerais revenir à l'essai sur les expériences impliquant les rayons cérébraux, qui a été publié dans une revue scientifique sérieuse. Cet article est considéré par tout le monde comme la démonstration du travail scientifique de Barchenko. J'ai été vraiment étonné de voir qu'en premier lieu, cet argument fonctionne, puisque personne, a priori, n'a lu cet essai. Je ne vais pas gaspiller notre temps à lire cet essai maintenant. Si vous cliquez sur le lien dans la description, vous pourrez le lire vous-même. Cet article contient beaucoup de choses, mais j'ai cherché et trouvé quelque chose qui ne l'est pas. Il n'y a aucune implication personnelle de Barchenko. En d'autres termes,
il a rassemblé de façon assez détaillée les expériences scientifiques d'autres personnes et a rédigé cet essai. Et c'est tout, rien de plus. Le professeur Bechterev est mentionné à plusieurs reprises dans cet essai, mais je pense qu'à l'époque, il ne se connaissait pas personnellement. N'oublions pas que l'essai a été rédigé en 1911. Où se trouvait et que faisait notre protagoniste à cette époque ? Alexandre Bartchenko habitait dans l'actuelle Estonie, qui était alors une province de Saint-Pétersbourg. En 1910, il est arrivé à Narva, et depuis avril de la même année, il s'occupait de la rédaction et d'édition du journal local La Vie de Narva. En ce qui concerne les coûts et le format du tabloïd, il copiait principalement le journal Kopek de Saint-Pétersbourg. L'adresse de la rédaction changeait constamment et l'éditeur indiquait qu'en cas de besoin, il était prêt à recevoir des visiteurs même la nuit. À en juger par le contenu, la publication de 4 pages a été en grande partie, sinon entièrement, réalisée par son propriétaire, sous divers pseudonymes. Bartchenko a publié divers essais populaires dans La Vie de Narva, sous le titre général « Mystérieux dans la nature et la vie ». En souscrivant à l'abonnement d'1 an, l'éditeur vous garantissait de recevoir des brochures gratuites sur ce sujet. Cependant, le fait que les prix aient triplé et que le nombre de publicités ait augmenté montre que le journal n'a pas été rentable sur le plan financier. La revue a pris fin à la mi-août 1910, au numéro 33. Plus tard, les médias locaux ont rapporté que Bartchenko était soupçonné d'être impliqué dans une affaire de diffamation en lien avec ses activités journalistiques. Comme nous le constatons, il n'y avait aucune possibilité qu'Alexandre ait été impliqué dans ce que Bechterev faisait à l'époque. Et apparemment, le professeur s'amusait beaucoup. On dit que le roman d'Alexandre Beliaev, La tête du professeur Dowell, a été inspiré par l'une des expériences à succès de Bechterev. Il s'agissait de ressusciter une tête humaine qui avait été séparée du corps. Le personnage principal du roman, le professeur Kern, est entièrement inspiré de Bechterev. Ce qui distingue le roman de la réalité, c'est que les têtes du professeur Bechterev n'ont pas survécu longtemps, mais pleinement. C'est-à-dire que le cerveau, grâce à de simples manipulations avec des impulsions électriques, se sentait comme un corps unique et en vie. Toutefois, on rapporte qu'il y a eu des expérimentations sur la conscience plus humaine. Par exemple, on réunissait les gens dans une pièce spécifique. Après un certain temps, les individus commençaient à ingérer de la matière fécale en discutant entre eux des goûts des truffes qu'ils pensaient consommer à ce moment-là. Et maintenant, je pense que ce n'est un secret pour personne d'où venaient tant de gens bornés et cruels après et au moment de la Révolution de 1917. Revenons à Alexandre, car nous allons découvrir une partie très intéressante de sa biographie. Cela nous aidera à mieux comprendre les événements à venir. Avec des détails plus ou moins précis sur les activités d'Alexandre après la Révolution, le rôle de Bartchenko dans l'armée russe avant la révolution bolchevique en 1917 semblait bien plus obscur. Même si la commission médicale de son Yelets natal l'a envoyé dans la réserve en novembre 1902, vous trouverez le lien vers le document dans la description. Il a ensuite accompli son service militaire en tant que volontaire à Pskov. Après le début de la guerre avec l'Allemagne, les personnes qui avaient déjà une expérience du service militaire ont été les premières à être mobilisées. Pour cette raison, Bartchenko avait peur de rejoindre l'armée à un grade inférieur. Vous trouverez le lien vers le document dans la description. Les archives historiques militaires de Moscou conservent le dossier personnel d'Alexandre Vassilievitch Bartchenko, ce qui nous permet de mieux comprendre certains détails. D'après le rapport de service établi le 21 avril 1915, Bartchenko a anticipé les événements. Le 26 août 1914, il est accepté au service militaire en tant que chasseur, c'est-à-dire volontaire. Bartchenko rejoint le 1er bataillon de réserve d'infanterie
qui est stationné à Petrograd sur Malaya Okta. La colonne éducation du rapport ne mentionnait que l'obtention du diplôme du 2e gymnase de Saint-Pétersbourg. Cependant, cela était suffisant pour être promu au grade de sous-officier. Le 22 novembre 1914, il rejoint l'unité et occupe le poste de l'adjudant de la première compagnie. Comme allocation annuelle, il avait droit à 732 roubles de salaire, 120 roubles supplémentaires et 308 roubles 50 kopecks de subvention pour loyer d'un appartement dans la ville de Petrograd. En même temps, le document signalait que Barchenko avait un premier mariage avec Natalia Varfolomeevna Lobash et n'avait pas eu d'enfant. Vous trouverez le lien vers le document dans la description. Bien qu'en réalité, il s'agissait de sa deuxième épouse et que son fils du premier mariage ait eu 10 ans. La précipitation du département militaire, qui a convoqué tous les anciens membres de l'armée, s'est avérée excessive. Le biographe Andreev affirme que Barchenko, déjà en 1915, après avoir été grièvement blessé, retourna à Saint-Pétersbourg. Vous trouverez le lien vers le document dans la description. Barchenko a été officiellement engagé dans l'armée active le 12 janvier 1915, en tant que membre d'une compagnie de marche. Après un mois, le 25 février, il fut admis dans le service psychiatrique de l'hôpital militaire Nikolaev de Petrograd. Le 18 mars, Barchenko a été soumis à un examen par une commission représentative de médecins sous la direction du chef du département, qui a remarqué qu'il était atteint de maladie mentale sous forme de démence avec des lésions cérébrales organiques et qu'il était totalement incapable de participer à des activités militaires. Le diagnostic a reçu l'approbation du chef de l'administration sanitaire militaire du district de Petrograd. Vous trouverez le lien vers le document dans la description. Cette conclusion est en corrélation avec la pétition de l'épouse de Barchenko adressée à la commission permanente pour les allocations aux scientifiques, écrivains et publicistes dans le besoin, rédigée par elle en juillet 1915. Dans celle-ci, elle mentionne que son mari, de retour du front, a été diagnostiqué avec une grave maladie cérébrale aiguë et a été admis à l'hôpital militaire Nikolaevski pour y subir un test. Après avoir été déclaré inapte, il a quitté l'hôpital sans s'être rétabli et ne bénéficie d'aucun soutien. Vous trouverez le lien vers le document dans la description. Et maintenant, je veux citer le certificat numéro 22-1904-12 à la suite de la résolution du médecin-chef de l'hôpital militaire Nikolaev de Petrograd sur le rapport de l'adjudant du 1er bataillon de réserve d'infanterie Barchenko en date du 10 mars 1915, numéro 14. Nous, sous-signés, avons vérifié l'état de santé de l'adjudant susmentionné afin de déterminer s'il est apte à continuer le service. Il s'est avéré que l'adjudant du 1er bataillon de réserve d'infanterie, Alexandre Barchenko, 34 ans, taille moyenne, bonne nutrition, avec une couche de graisse sous-cutanée très développée. Le rythme cardiaque n'est pas palpable. Les limites de la matité cardiaque sont légèrement augmentées. Les bruits cardiaques sont étouffés. Il n'y a aucun écart par rapport à la norme de la part du système respiratoire. La peau est propre. Le foie et la rate ne sont ni hypertrophiés ni douloureux. Le dermographisme est fortement augmenté. Les réflexes tendineux du genou sont légèrement augmentés. Les pupilles sont uniformes. La réaction à la lumière et à l'accommodation n'est pas très vive. En ce qui concerne l'état mental de l'adjudant Barchenko, au cours de son séjour au service psychiatrique le 25 février 1915, on a constaté les phénomènes suivants. Il ne possède pas une compréhension adéquate de son environnement et de sa situation. Il répond volontiers aux questions en utilisant de nombreux mots. Ses jugements témoignent d'une détérioration de son intellect. Pendant une conversation, il est très inquiet et se met à pleurer sans raison valable. Parfois, il tombe dans un état d'engourdissement, comme s'il n'entendait pas les questions qui lui sont adressées. Ses paupières sont à moitié baissées, son visage n'est pas expressif. La mémoire est considérablement affaiblie.
en particulier par rapport aux impressions actuelles. Le patient a des antécédents de syphilis et au cours de la dernière année, il y a eu plusieurs fois des crises épileptiques. Sur la base des données présentées, nous arrivons à la conclusion que l'adjudant du 1er bataillon de réserve d'infanterie, Alexandre Barchenko, est atteint d'une maladie mentale qui se manifeste par une démence causée par des lésions cérébrales organiques. Selon le paragraphe 1 de la liste des maladies déclarées dans l'arrêté du département militaire de 1907, numéro 436, l'adjudant Barchenko est reconnu complètement inapte au service militaire. La vérification est effectuée en apposant des signatures et en apposant le sceau du gouvernement. Petrograd, 18 mars 1915. Quel rebondissement! Pour récapituler, nous avons un jeune homme très malade, atteint de neurosyphilis, ce qui occasionne des dommages organiques au cerveau. Dans ce cas, on comprend aisément que si Barchenko était un pupille de Bechterev, alors ce n'était certainement pas en tant qu'associé ou élève, mais plutôt en tant que patient, et peut-être cobaye. Et ici, en fait, j'aurais dû terminer ma série en exprimant ma sympathie pour le malade. Malheureusement, les agissements ultérieurs de Barchenko ont provoqué une série d'événements qui ont scellé le sort d'un grand nombre de personnes. Merci à tous pour votre attention et bonne chance. La suite de mon enquête sera tout aussi intéressante et inattendue.